Le 22 juin 1939, un petit avion survole le désert du sud du Pérou. À bord, l'archéologue américain Paul Kosok observe le sol brûlé par le soleil. Rien ne semble inhabituel. Soudain, il comprend. Sous ses yeux, des lignes immenses traversent le plateau aride. Des lignes qui ne devraient pas être là. Un colibri. Un singe à la queue spiralée. Une araignée parfaitement dessinée. Des figures gigantesques, tracées avec une précision troublante. Mais depuis le sol, on ne voit presque rien. C'est cela qui change tout. Alors une question surgit, vertigineuse. Pourquoi une civilisation aurait-elle créé des images visibles seulement depuis le ciel? Et surtout, à qui était-elle destinée? Et ce n'était que le début du mystère. Découverte et contexte. Le plateau de Nazca se situe à environ 400 km au sud de Lima, entre l'océan Pacifique et les premiers contreforts andins. Un lieu isolé, presque hors du temps. Un désert minéral, balayé par les vents, où il ne pleut presque jamais. Moins de 20 mm d'eau par an. Un chiffre qui explique beaucoup. C'est précisément cette sécheresse extrême qui a permis aux lignes de survivre pendant plus de 15 siècles. Les géoglyphes ont été tracés entre environ 200 avant notre ère et 600 après Gitsesi, par la culture Nazca, une civilisation précolombienne connue pour sa céramique polychrome et ses systèmes d'irrigation souterrains appelés puquios. Une société bien plus organisée qu'on ne l'imagine. Mais pendant des siècles, personne ne comprend l'ampleur du phénomène. Au XVIe siècle, des chroniqueurs espagnols mentionnent d'étranges chemins dans le désert, sans plus d'explication, comme si l'essentiel leur échappait. Il faut attendre 1927 pour que l'archéologue péruvien Toribio Mejía Chespe observe certaines lignes depuis les collines voisines. Il parle alors de sentiers rituels, une intuition, mais encore incomplète. Puis, dans les années 1930, l'aviation commerciale commence à relier Lima à Arequipa. Les passagers regardent par le hublot. Et soudain, tout change. Ils découvrent stupéfaits des figures gigantesques dessinées dans le sable. En 1939, Paul Kosok survole la zone au moment du solstice d'hiver austral. Il observe qu'une ligne semble s'aligner avec le coucher du soleil. Un détail qui ouvre une nouvelle piste. Il parlera du plus grand livre d'astronomie du monde. À partir de 1941, une femme va consacrer sa vie entière à ces lignes. Maria Reich, mathématicienne allemande installée au Pérou, seule, dans le désert. Pendant des décennies, elle mesure, cartographie, protège le site contre les bulldozers et les touristes imprudents. Une obstination presque obsessionnelle. Grâce à ces pionniers, le monde découvre qu'il ne s'agit pas de simples traces, mais d'un réseau de plus de 800 lignes droites, 300 figures géométriques et environ 70 représentations animales. Un paysage transformé en message. Mais un message destiné à qui? Et surtout, comment une société sans écriture monumentale a-t-elle pu organiser un chantier d'une telle ampleur? C'est là que l'énigme devient encore plus fascinante. Si ces énigmes du passé vous parlent, vous pouvez soutenir ce travail. Comment ces lignes ont-elles été tracées? Pendant longtemps, on a imaginé des procédés mystérieux, des théories complexes, des hypothèses spectaculaires. Comment dessiner des figures de plus de 100 mètres sans les voir d'en haut? La réponse, pourtant, est d'une simplicité presque déroutante, et c'est peut-être cela qui surprend le plus. Le sol du plateau de Nazca est recouvert d'une fine couche de pierres sombres, riches en oxyde de fer. Sous l'effet du soleil, elles ont pris une teinte brun-rouge presque noire. Mais juste en dessous, le sable est clair, un détail décisif. Il suffisait de retirer les pierres sur quelques centimètres pour faire apparaître un trait lumineux sur fond sombre. Un contraste net, durable, simple, mais redoutablement efficace. Dans les années 1980, des archéologues ont découvert des piquets en bois encore plantés à l'extrémité de certaines lignes. Une découverte clé. Datés au carbone 14, ils correspondent bien à la période Nazca. Ces piquets servaient de points fixes. On tendait des cordes entre eux, on traçait, on élargissait, répétition après répétition. Pour les figures animales, les chercheurs ont montré qu'un système de quadrillage pouvait être utilisé. Un dessin réduit sur un tissu ou une poterie, puis reproduit à grande échelle en respectant les proportions. Une méthode connue depuis l'Antiquité. Pas besoin de vue aérienne, seulement de la planification et de la coordination. Certaines lignes s'étendent sur plus de 10 km, avec une déviation minime. Un niveau de précision impressionnant. Cela suppose des équipes organisées, un encadrement, une intention collective. On n'est pas face à des gestes improvisés, mais face à un projet structuré, répété sur plusieurs générations. Et cela change notre regard.
Ce qui frappe, ce n'est pas la technologie. C'est la persévérance. Car tracer une ligne de plusieurs kilomètres sous un soleil écrasant, dans un désert aride, demande du temps, de l'énergie, et une raison suffisamment importante pour mobiliser toute une communauté. Alors la question change. Ce n'est plus « comment ont-ils fait ?» mais « pourquoi ont-ils consacré tant d'efforts à cela ?» Et lorsque l'on observe ce que ces lignes représentent vraiment, le mystère prend une autre dimension. Ce que l'on voit depuis le sol, Nazca semble presque banal, presque décevant. Un désert ocre, des cailloux, un silence absolu, rien qui annonce l'extraordinaire. Mais lorsque l'on prend de la hauteur, depuis une colline naturelle ou un petit avion, le paysage change radicalement, et tout bascule. Le plateau se transforme en toile. Plus de 800 lignes droites sillonnent la plaine. Un réseau d'une ampleur inattendue. Certaines mesurent quelques dizaines de mètres. D'autres s'étendent sur plus de 10 kilomètres, filant vers l'horizon avec une précision troublante. Une précision presque obsessionnelle. Entre ces lignes apparaissent des formes géométriques. Trapèzes immenses, triangles allongés, spirales parfaitement tracées. Et puis, soudain, les figures. Celles qui frappent immédiatement l'imaginaire. Le colibri, avec son long bec effilé, déployé sur près de 100 mètres. Le singe, reconnaissable à sa queue en spirale. Le condor, ailes ouvertes, occupant une surface équivalente à plusieurs terrains de football. L'araignée, fine et délicate, dont les pattes semblent suspendues dans le vide du désert. Certaines figures atteignent 120 à 150 mètres de longueur. Une échelle difficile à concevoir. Leur proportion est remarquable. Les lignes sont nettes, les courbes régulières. Rien d'approximatif. Et pourtant, aucun point d'observation naturel ne permet d'en saisir l'ensemble depuis le sol. C'est là que réside le paradoxe. On peut marcher le long d'une ligne, traverser un trapèze, passer sur la patte d'un condor, sans jamais comprendre que l'on est au cœur d'un dessin. On avance, sans voir. C'est un art invisible. Un art qui semble défier le regard humain. Comme si ces images n'étaient pas destinées à ceux qui les tracent, mais à quelqu'un ou quelque chose capable de les voir d'en haut. Une idée vertigineuse. Cette idée a alimenté bien des fantasmes. Mais avant de céder aux théories spectaculaires, il faut revenir à une réalité plus concrète. Car Nazca est l'un des endroits les plus arides du monde. Et dans un désert, l'eau est une question de survie, un enjeu vital. C'est peut-être là que se cache la première clé du mystère. Première hypothèse, les rituels liés à l'eau. Pour comprendre Nazca, il faut imaginer la peur. Une peur constante, invisible, persistante, la peur de la sécheresse. Dans cette région du sud du Pérou, il tombe en moyenne moins de 20 mm de pluie par an. Certaines années, presque rien. Un déséquilibre permanent. Or, la culture Nazca, entre 200 avant notre ère et 600 après JC, dépend entièrement de l'agriculture. Maïs, haricots, courges. Sans eau, pas de récolte. Sans récolte, pas de survie. L'équation est simple, implacable. Les Nazca ont développé un système d'irrigation sophistiqué. Les puquios, des canaux souterrains en spirale permettant d'accéder aux nappes phréatiques. Une prouesse technique pour l'époque. Certains fonctionnent encore aujourd'hui. Mais maîtriser l'eau ne suffisait peut-être pas. Il fallait aussi l'honorer. Plusieurs archéologues, dont l'américain Anthony Avni, dans les années 1990, ont proposé que certaines lignes convergent vers des points d'eau souterrains ou vers les Andes, d'où descendent les rivières saisonnières. Une convergence qui interroge. Sur le terrain, des fragments de poterie, des coquillages marins, des offrandes rituelles ont été retrouvés à proximité de certaines lignes. Des traces de procession, des traces d'intention. On imagine alors des groupes avançant lentement le long de ces tracés immenses. Des prêtres, des chants, des invocations adressées aux divinités liées à l'eau et à la fertilité. Un mouvement collectif. Les lignes ne seraient pas faites pour être vues, mais pour être parcourues. Marcher serait l'acte rituel, et le geste deviendrait message. Le désert deviendrait un sanctuaire à ciel ouvert. Dans certaines représentations Nazca, on retrouve des figures anthropomorphes associées à des têtes trophées et à des symboles liés à la fertilité. Le lien entre cosmologie, sacrifice et agriculture est bien documenté dans les cultures andines. Les géoglyphes seraient alors une extension monumentale de cette spiritualité, une manière d'inscrire dans le sol une prière collective. Mais cette hypothèse pose un problème. Un détail qui résiste. Pourquoi certaines lignes semblent-elles pointer vers l'horizon au moment précis des solstices?
Pourquoi certains alignements correspondent-ils au lever ou coucher d'étoiles? Une coïncidence? À partir des années 1960, une femme va défendre une idée radicale. Et si Nazca était aussi un immense observatoire astronomique? Deuxième hypothèse, l'astronomie. En 1941, Maria Reich découvre Nazca aux côtés de Paul Kosok, un moment décisif. Elle est mathématicienne, allemande, installée au Pérou depuis les années 1930, un profil inattendu pour affronter le désert. Lorsque Kosok quitte le pays, elle reste, seule, un choix radical. Pendant plus de 40 ans, elle va arpenter le désert, mesurer les lignes à la main, dormir dans une petite cabane près du site et consacrer sa vie à leur protection. Une persévérance rare. Dans les années 1960, elle développe une théorie ambitieuse. Certaines lignes seraient alignées avec des phénomènes astronomiques. Une hypothèse audacieuse. Le coucher du soleil au solstice d'hiver austral. Le lever du soleil au solstice d'été. Certaines étoiles visibles à l'époque, comme Sirius ou les Pléiades. Des repères célestes précis. Elle décrit Nazca comme le plus grand calendrier astronomique du monde. Pour elle, dans une société agricole dépendante des cycles saisonniers, observer le ciel était vital, anticiper les pluies, comprendre les rythmes cosmiques, lire le ciel pour survivre. Certaines lignes semblent effectivement pointer vers l'horizon, là où le soleil se couche au solstice, un alignement troublant. Mais à partir des années 1980 et 1990, des chercheurs comme Anthony Avni analysent systématiquement les orientations des lignes, avec des méthodes statistiques rigoureuses. Le résultat est plus nuancé. Sur des centaines de tracés, quelques alignements peuvent correspondre à des phénomènes astronomiques. Mais la majorité ne présente pas de corrélation significative. Un contraste net avec l'hypothèse initiale. Statistiquement, dans un réseau aussi dense de lignes orientées dans toutes les directions, certains alignements peuvent apparaître par hasard. Une possibilité qu'on ne peut ignorer. Aucun calendrier cohérent et complet n'a été démontré. Aujourd'hui, la communauté scientifique considère que l'astronomie a pu jouer un rôle partiel, mais probablement pas exclusif. Nazca n'est pas un observatoire au sens strict. Alors l'hypothèse astronomique n'est ni totalement validée, ni totalement abandonnée. Une zone grise. Et c'est précisément cette zone grise qui nourrit l'imaginaire collectif. Car si ces lignes ne sont pas uniquement rituelles, et pas entièrement astronomiques, alors à qui étaient-elles destinées? Une question qui dépasse la science. C'est là que le débat quitte parfois le terrain scientifique, et entre dans celui des théories spectaculaires. Les théories populaires. À partir des années 1960, Nazca quitte progressivement le champ strictement académique, et entre dans la culture populaire. En 1968, un auteur suisse, Erich von Däniken, publie Chariots of the Gods, un ouvrage qui connaîtra un succès mondial, un succès fulgurant. Il avance une idée spectaculaire. Les lignes de Nazca seraient des pistes d'atterrissage pour des visiteurs extraterrestres, une hypothèse qui frappe immédiatement l'imagination. Selon lui, ces figures géantes n'auraient de sens que vues depuis le ciel, et seules des civilisations avancées auraient pu les inspirer. La théorie séduit. Elle simplifie le mystère. Elle offre une réponse claire à une énigme complexe. Et les réponses simples rassurent. Mais que disent pour les faits? Retour au terrain. D'abord, les lignes ne sont pas creusées profondément. Elles résultent simplement du retrait de quelques centimètres de pierre superficielle. Le sol n'est pas compacté. Un avion, même léger, détruirait immédiatement le tracé. Un simple passage suffirait. Ensuite, aucune trace archéologique d'une technologie extérieure n'a jamais été découverte sur le site. Ni artefacts métalliques inhabituels, ni matériaux inconnus, ni structures compatibles avec une activité aéronautique. Les techniques de construction observées, piquets, cordes, tracés au sol, sont cohérentes avec les capacités de la culture Nazca, des techniques humaines, suffisantes. Enfin, des géoglyphes comparables existent ailleurs dans le monde. En Angleterre, avec le cheval blanc d'Huffington, au Chili, avec les géoglyphes d'Atacama, tous réalisés par des sociétés humaines sans technologie avancée. Un parallèle qui relativise. Le problème des théories extraterrestres n'est pas qu'elles soient fascinantes, c'est qu'elles sous-estiment systématiquement les capacités des civilisations anciennes. Attribuer Nazca à des visiteurs venus d'ailleurs, c'est ignorer l'ingéniosité humaine, une forme de déni historique. Aujourd'hui, aucun archéologue sérieux ne soutient l'hypothèse d'une intervention extraterrestre. Mais si ce n'est ni un aéroport cosmique, ni un calendrier céleste parfaitement démontré, alors que reste-t-il?
Peut-être faut-il accepter que Nazca ne livre pas une réponse unique, et que le mystère n'est pas dans une explication spectaculaire, mais dans la complexité même de cette civilisation, ce que l'on sait vraiment. Après des décennies de fouilles, de mesures et d'analyses, certaines choses sont claires, au moins sur un point. Les lignes de Nazca ont été tracées entre environ 200 ans avant notre ère et 600 ans après Jésus-Christ. Elles sont l'œuvre de la culture Nazca. Leur méthode de construction est simple, maîtrisée et reproductible. Rien d'inexplicable. Aucune technologie inconnue. Aucun artefact anachronique. Aucune preuve d'intervention extérieure. Un constat solide. Nous savons également que ces géoglyphes s'inscrivent dans un paysage culturel plus vaste, céramique rituelle, système d'irrigation souterrain, iconographie liée à la fertilité et aux divinités andines. Un ensemble cohérent. Les lignes ne sont pas isolées. Elles appartiennent à un monde symbolique structuré. Ce que nous ignorons, en revanche, c'est leur signification exacte. Et c'est là que le mystère persiste. Aucun texte n'a été retrouvé. Aucune inscription explicative. Aucun témoignage direct. Un silence archéologique. Était-ce un dialogue avec les dieux du ciel et de l'eau? Une cartographie sacrée reliant les sources vitales? Un chemin cérémoniel parcouru lors de rituels collectifs? Ou un mélange de tout cela, évoluant au fil des générations? Une hypothèse plus nuancée. Peut-être que les lignes n'avaient pas une seule fonction. Peut-être qu'elles incarnaient un lien entre la terre, le ciel et la communauté. Une vision globale du monde. Ce que Nazca nous rappelle, c'est que toutes les civilisations ne cherchent pas à laisser des monuments verticaux. Certaines inscrivent à leur vision du monde à même le sol. Une autre manière de durer. Et il faut parfois prendre de la hauteur pour comprendre qu'un paysage entier peut être un message. Changer de perspective. Mais si le message n'était pas destiné à nous, alors pourquoi continue-t-il à nous fasciner autant? D'autres mystères anciens nous attendent encore. Pour conclure, il y a plus de 15 siècles, des hommes et des femmes ont marché sous le soleil du désert. Sous un ciel immense, indifférent. Ils ont déplacé des pierres, tendu des cordes, tracé des lignes que personne à leur époque ne pouvait contempler d'un seul regard. Un geste sans spectateur. Ils n'ont pas construit de pyramide monumentale. Ils n'ont pas laissé d'écriture gravée dans la pierre. Aucune signature. Ils ont inscrit leur vision du monde, dans le paysage lui-même, silencieusement. Les lignes de Nazca ne sont peut-être pas un message venu du ciel, mais elles témoignent d'une chose essentielle, le besoin humain de donner du sens à son environnement, de relier la terre au ciel, de transformer un désert en sanctuaire, un besoin universel. Et si le mystère persiste, ce n'est peut-être pas parce qu'il manque des preuves, mais parce que nous cherchons une réponse unique, là où une civilisation pensait peut-être en symboles, en rituels, en cycles, une logique différente de la nôtre. Alors la vraie question n'est peut-être pas « que signifient les lignes de Nazca ?» mais « pourquoi avons-nous tant besoin qu'elles signifient quelque chose ?»